N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je voudrais juste savoir si tout le monde m'écoute, en fait. Hop. Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce qu'on voit mon écran et est-ce qu'on écoute lorsque je parle avant de débuter? On vous écoute, docteur. Ok, super. Nous allons commencer cette session portant sur la conduite à tenir devant les principales urgences hématologiques. C'est une présentation initialement qui devait être réalisée par le docteur Jinkam Natasha, qui est médecin interniste, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle ne sera pas disponible pour la faire ce soir. Donc, je vais la faire en partie à sa place, essayer d'aborder autant que soit peu comme elle, ou comme elle aurait souhaité et de façon simple et synthétique les principales urgences et savoir quoi faire devant une urgence hématologique. OK, donc sans plus tarder, on va débuter cette présentation. Je suis le docteur Jean-René Nkeg, je suis interne, senior de médecine interne à la faculté de médecine de Yaoundé 1 et je vais vous entretenir ce soir et on va y aller. OK. Donc, hop, on y va. Nous avons préparé cette présentation conjointement avec le docteur Natasha et en grande partie par elle, avec pour cible les étudiants en médecine générale, les médecins généralistes et les résidents de médecine interne et spécialité qui s'intéressent à ce volet-là et sachant que le volet hématologique est un peu incontournable dans la plupart des spécialités médicales. Il faut savoir que les urgences hématologiques dont nous allons débattre ce soir ciblent la population adulte, dont nous ne débattrons pas des urgences hématologiques chez l'enfant et chez la femme enceinte, même si certaines analogies peuvent être faites dans ces populations-là en rapport avec la population adulte. Alors, nous avons identifié comme objectif 3 points essentiels. Définir ce que c'est qu'une urgence hématologique, reconnaître les principales urgences hématologiques et en décrire leur prise en charge en urgence, savoir quoi faire en urgence, c'est l'élément le plus important. C'est sur ça que nous allons nous concentrer ce soir, en fait. Et la prise en charge en dehors de la situation d'urgence ne sera pas débattue ou sera très peu abordée dans cette présentation. Je préfère le dire d'emblée. Alors, nous aborderons selon le plan ci-après et sans plus tarder, je vais commencer. Donc, on définit comme urgence hématologique, ça on va le voir plus tard, ce sont des entités fréquentes dans la pratique médicale courante dont vous avez déjà au moins une fois dans votre vie, au cours de votre pratique, rencontré un patient présentant une affection hématologique en urgence ou pouvant engager son pronostic vital. Mais comment est-ce que cela se passe? La mise en jeu de ce fameux pronostic vital peut être rapide et donc il faut rapidement la reconnaître et mettre en jeu les moyens nécessaires pour pouvoir la traiter. Et je rappelle d'emblée que ces moyens ne sont pas toujours nécessaires, en tout cas là où vous vous trouverez. Et c'est d'où la problématique qu'on veut soulever à travers cette présentation. La prise en charge est pourtant simple, et ça vous devez le savoir d'entrée de jeu. Elle est pourtant simple et codifiée pour la plupart ou toutes ces urgences-là. Et vous devez la connaître tout au moins pour la situation d'urgence. Alors, on entendra tout au long de cette présentation par urgence hématologique une situation vitale liée à une atteinte directe ou non du système hématopoïétique. Et on va développer les principales. Nous avons tenu à rappeler prioritairement d'abord certains éléments importants tels que la composition du sang. Le sang, il faut savoir que c'est le seul tissu liquide de l'organisme et il parcourt pratiquement tous les compartiments et tous les organes du corps. Il sera constitué de 2 grandes phases. Une phase, je vous prierai juste de couper vos micros pour qu'on puisse majoritairement m'entendre.
on vous activerait vos micros à la phase de questions. Donc, une phase prioritairement liquide qui est faite du plasma, qui représente 55% du sang. Et le reste, ce sont les éléments figurés du sang qui sont les globules rouges à 41%, les globules blancs et plaquettes à 4%. Nous allons voir en détail ce qui constitue ces différentes portions-là. Alors, vous me le permettez, je vais essayer d'activer le petit point rouge. Hop, le voilà. Oh oui, ok, il est sorti. Donc, le sang complet, comme on l'a dit, divisé en deux phases. Le plasma à 55% et les éléments figurés 45%. Commençons par le plasma. En majorité, il est constitué d'eau à 91,5%. On peut dire globalement à 92%. Alors, le reste, ce sont les protéines dont en majorité, c'est l'albumine et bien sûr les autres globulines dont vous connaissez la plupart des fonctions et le fibrinogène et d'autres qui interviennent dans la coagulation. D'un autre côté, il y a d'autres solutés qui peuvent se retrouver et qui se retrouvent dans la phase plasmatique, notamment les électrolytes. Le sodium en est le majoritaire, mais il y en a aussi un peu de potassium, un peu de calcium, de phosphore, de magnésium et tous les autres ions que vous connaissez dans le sang. Les nutriments qui passent à travers le sang, notamment le glucose et les acides gras. Les gaz du sang, notamment en majorité l'oxygène et le dioxyde de carbone, qui sont transportés de façon diverse selon l'état dans lequel l'organisme le fait. Bien sûr, d'autres substances, dont les vitamines et les déchets, tels que les déchets du métabolisme azotique. Ça, ce n'est pas si important que ça, mais la suite, c'est les éléments figurés qui font l'objet de notre propos en particulier ce soir, dont les plaquettes, dont le nombre normal varie en moyenne de 150 000 à 400 000. Dans certaines séries, d'autres vont mettre des cut-offs un peu plus hauts, mais chez nous, en général, c'est 150 000 à 400 000. Et je vous dirais aussi d'emblée que chez nous, chez l'Africain, en particulier le Camerounais, Osetayu et collaborateurs nous faisaient déjà remarquer que le taux de plaquettes chez nous semblerait même un peu plus bas, avec des normes autour de 120 000. Donc, ça ne vous inquiéterait pas si vous en voyez. Les globules blancs vont varier pour eux entre 4 000 à bande inférieure à 10 000 et les globules rouges qui vont varier en général, qu'on soit dans une population masculine ou féminine, mais vont tourner autour de 4 millions par millimètre cube environ. Alors, les globules blancs seront constitués de neutrophiles, de lymphocytes, de monocytes, mais d'éosinophiles et basophiles. Neutrophiles, éosinophiles et basophiles forment bien entendu les polynucléaires. Et en majorité, ces polynucléaires sont neutrophiles, en 60 à 70% des cas. Le rôle de chacune de ces cellules doit en fait être globalement connu, mais nous n'allons pas insister parce que nous reviendrons un peu dessus lorsque nous parlerons des urgences. Alors, nous allons parler des urgences proprement dites. Deux types d'urgences sont à distinguer. Les urgences hématologiques directes et indirectes. Les urgences hématologiques directes concernent directement ou sont en rapport direct avec l'une des trois lignées sanguines, comme on a vu précédemment, qui peuvent être la lignée rouge, la lignée blanche et la lignée plaquettaire. Alors, il peut s'agir des cytopénies sévères, c'est-à-dire on a très peu de ces éléments dans le sang. Si c'est la lignée rouge, c'est l'anémie sévère. Si c'est la lignée blanche, la grosse particularité qui fait l'urgence, c'est la neutropénie sévère. Si c'est la lignée plaquettaire, c'est la thrombopénie sévère. Et ces trois entités, elles seules représentent la grande majorité des urgences hématologiques que vous verrez au quotidien. C'est pour ça que cette leçon va majoritairement s'appesantir sur cette dernière. On pourra en revenir éventuellement sur les autres à la phase des questions s'il y a des intérêts particuliers. Mais on peut aussi avoir des situations où ces cellules sont en grand nombre. C'est les situations d'hypercellularité et celles qui les accompagnent. Par exemple, si les leucocytes sont en grand nombre, on pourra avoir des situations de leucostase. Si les globules rouges sont en grand nombre, on pourra avoir des syndromes d'hyperviscosité, pareil pour les blastes. Mais on peut avoir d'autres situations associées, telles que les globules blancs, en particulier les plasmocytes, qui produisent des protéines en grande quantité de façon anormale et qui peuvent représenter et entrer dans le syndrome d'hyperviscosité, tel qu'on l'a dans la macroglobulinémie de Waldenström. Par la suite,
On peut avoir des anomalies en rapport avec la coagulation, à savoir, par exemple, la coagulation intravasculaire disséminée, qui est également une urgence hématologique, même si moins fréquente que les autres. Et bien sûr, des réactions transfusionnelles immédiates qui peuvent être diverses et qui doivent être connues de tout praticien pratiquant la transfusion sanguine, en principe de tout praticien dans le contexte. Alors, les urgences hématologiques indirectes, ce ne sera pas directement les éléments du sang, mais des conséquences en rapport avec la défaillance d'une ou plusieurs lignées. On va citer quelques-unes. Ça peut être des urgences métaboliques, telles que l'hypercalcémie, en particulier l'hypercalcémie maligne, qu'on peut retrouver au cours de certaines maladies hématologiques, telles que le myélome, par exemple. On peut avoir le syndrome de Lys tumorale qu'on peut retrouver dans plusieurs tumeurs solides et même dans des tumeurs hématologiques, des urgences obstructives liées à la prise de masse d'une structure hématologique, le plus souvent secondaire, qui va comprimer un organe tel que le syndrome cave supérieur ou même une obstruction intravasculaire qu'on peut avoir dans les crises vaso-occlusives chez le drépanocytaire. On peut aussi avoir d'autres urgences compressives telles qu'une compression médulaire pour la moelle épinière ou bien l'hypertension intracrânienne. Donc ça, c'était pour les urgences indirectes. Nous nous appesantirons tout au long de ce sujet sur les urgences directes, en particulier les cytopénies sévères. Et nous allons commencer par l'anémie sévère. Globalement, il faut suspecter une anémie sévère, la confirmer, qui fait partir du grand ensemble de ce qu'on appelle reconnaître l'anémie sévère et ensuite initier la prise en charge en urgence et par la suite connaître l'approche en dehors de l'urgence de la cytopénie. Alors, pour l'anémie sévère, le patient peut venir symptomatique ou pas, mais dans la grande majorité des cas, il sera symptomatique. De toutes les façons, pour parler d'anémie sévère, le patient est obligatoirement symptomatique en général. Alors, il pourra présenter les signes fonctionnels qui sont asthénie, palpitation, dyspnée, vertige et même l'hypothymie et syncope. D'autres signes plutôt mineurs peuvent être retrouvés, mais surtout à l'examen physique, vous pourrez constater une pâleur et il y a au moins 9 sites à connaître, voire 12 pour objectiver la pâleur chez un sujet. Il peut y avoir une accélération de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire. Vous pouvez ausculter un souffle fonctionnel cardiaque. Vous pouvez avoir des signes encore plus graves tels qu'une baisse de la saturation périphérique en oxygène, une altération de la conscience, des convulsions qui sont des signes en rapport avec l'hypoxie. Le patient peut même présenter une hypotension artérielle et faire un arrêt cardiaque. Donc, ce sont des signes qui doivent être maîtrisés du bout des doigts. Toujours est-il que un seul examen vous permet de poser le diagnostic et c'est l'hémogramme. Il est suffisant pour confirmer l'anémie sévère. Et chez l'adulte, le taux ou le cut-off sera dans la plupart des littératures acceptées, en particulier dans notre contexte, inférieur à 7 grammes par décilitre. Certaines nuances sont à connaître. La première, les sujets ayant une insuffisance coronarienne vont être considérés en anémie sévère déjà à des taux plus élevés, tels qu'à 8 grammes par décilitre inférieur. Des sujets drépanocytaires qui sont sujets, par exemple, à des anémies à répétition, eux peuvent être considérés dans la plupart des littératures pour des seuils un peu plus bas, par exemple à 6 grammes par décilitre. Il en va notamment de la prise en charge qu'on pourrait leur administrer. Et en plus, les patients en anémie modérée, c'est-à-dire entre 7 et 9,9 grammes par décilitre, qui présentent des signes de décompensation d'une anémie, peuvent être considérés ou de toutes les façons seront traités au même titre que l'anémie sévère. Alors, que faire en urgence? La prise en charge en urgence dans une anémie sévère vise à prévenir et traiter les complications en rapport avec l'anémie. Et là, il faut d'abord hospitaliser le patient. Vous ne pouvez pas gérer un patient avec une anémie sévère en ambulatoire. C'est très difficile. Hospitalisez-le, conditionnez-le et placez-lui en abord veineux de gros calibre pour tout ce que vous risquez de lui faire passer par la suite.
Préparer la transfusion sanguine, tout sujet en anémie sévère est potentiellement, sauf en cas de contre-indication, transfusable. Donc, il faut la préparer, l'avoir en tête. Ça doit même être pensé dès que vous suspectez une anémie, qu'elle soit légère, modérée ou sévère. Vous ne pouvez pas forcément savoir quand vous le voyez, mais dès que vous suspectez une anémie, demandez le groupe sanguin et le facteur Rhésus en vue d'anticiper cet élément-là. Bien sûr, dans certaines circonstances, on peut également demander la recharge d'agglutinine irrégulière. Ça, ce sont des détails, vous n'aurez généralement pas accès à ces derniers en périphérie. Il faudra réaliser la transfusion sanguine. Donc, dans l'étape de la préparation, outre les bilans, il faut préparer la famille, préparer le patient à recevoir et s'organiser avec le service de transfusion sanguine. Et il faudra la réaliser. S'il vous plaît, coupez vos micros, ça, ce serait hyper important pour nous. Il faudra la réaliser une fois que le sang est disponible. Le but ici n'est pas de ramener la personne à un taux d'hémoglobine normal. Il faut le faire sortir de la phase d'anémie sévère. Donc, l'améliorer du point de vue des symptômes. Et en général, vous aurez rarement besoin d'amener le sujet au-delà de 9 grammes par décilitre. Et donc, il faut bien choisir le produit qu'on va utiliser, qui peut être de préférence un concentré globulaire ou bien, à défaut, comme c'est trop souvent le cas dans notre contexte, du sang total. De toutes les façons, l'idéal, il doit être isogroupe, isorésus et de toutes les façons cross-matché avant d'être administré au malade. Il faudra par la suite, et en plus de ce traitement, prendre en charge les autres complications transitoires de l'anémie, par exemple les troubles de l'hématose, tels que le patient peut bénéficier d'une oxygénothérapie. Ce traitement peut être et doit même être débuté en attente de la transfusion sanguine qui parfois met du temps dans notre contexte. OK. Pour maîtriser l'approche diagnostique et thérapeutique qui est vaste dans l'anémie, je vous conseille, nous avons identifié pour vous 2 références essentielles. Dans la première, c'est Diagnostic Approach to Anemia in Adult, publié dans Up to Date, et l'autre, elle est un peu plus ancienne, mais aussi fondamentale, et Contemporary Approach to Diagnosis of Anemia in Adult, de Ayali Teferi. OK. Quelques conseils, et ça, je vais vous le dire de façon claire et précise. Toute situation d'anémie sévère, outre le saignement évident chez le patient, doit toujours faire rechercher la cause chez l'adulte. Aucun, et là je vous dis bien, aucun adulte ne fait une anémie sévère de façon anodine. Aucun, ça ne doit, vous devez chercher la cause de l'anémie sévère une fois que vous avez levé l'urgence. Vous devez la chercher jusqu'à la trouver. Ça, c'est hyper important. Certains vont le mettre chez l'adulte sur le contexte, sur le point du paludisme. Je vais vous dire non. Oubliez dans votre esprit, même si c'est possible, mais c'est rare, oubliez que le paludisme va donner une anémie sévère chez l'adulte. Cherchez autre chose en plus. Pensez que même si c'est le paludisme, que ça peut être survenu sur un patient qui avait d'abord une anémie. Donc, une anémie sévère chez l'adulte doit toujours amener à rechercher la cause. Avoir en tête qu'il y a un bilan minimal que vous devez avoir et pouvoir le sélectionner un peu en fonction du profil du patient. Toujours la numération formule sanguine, le frottis sanguin qui doit être idéalement prélevé avant la transfusion sanguine. Le taux de réticulocytes, et je vais vous le dire d'emblée, ne change pas forcément, même si vous avez transfusé le patient. Si vous pensez que l'anémie peut être centrale ou périphérique, pour distinguer ces deux, c'est le taux de réticulocytes. Il est hyper important. Bien sûr, selon les cas maintenant, le bilan d'hémolyse, le bilan martial, le bilan inflammatoire, si nécessaire, c'est généralement les examens un peu incontournables qui vous permettent de brosser la plupart des causes d'anémie dans notre contexte. Donc, ne lésinez pas sur les moyens parce que l'anémie sévère peut cacher une cause potentiellement grave chez le patient. Il n'est jamais anodine chez l'adulte. OK, la suite, c'est la neutropénie sévère. Nous sommes là devant une urgence diagnostique et thérapeutique.
Le patient neutropénique rarement va venir devant vous de façon asymptomatique. Le plus souvent, ce sera en consultation externe ou un bilan, une découverte fortuite sur une numération formule sanguine. Mais le plus souvent, en urgence, il va venir avec des complications. Et là, nous insistons sur les complications infectieuses, car c'est elles qui font la gravité ou l'extrême gravité de la neutropénie. Le patient peut avoir tout signe en rapport avec une infection. Ne vous limitez pas, que ce soit fièvre, hypothermie, frisson, qui ont la même valeur sémiologique, des signes d'appel d'un organe, une toux, une diarrhée, céphalée, convulsion, ainsi de suite. Des signes de défaillance d'un organe pouvant quitter depuis l'hypotension artérielle, le choc hypovolémique, voire choc septique, l'altération de la conscience et j'en passe, doivent faire l'extrême gravité d'une situation déjà grave qu'est la neutropénie sévère. Poser le diagnostic est assez aisé, c'est toujours l'hémogramme et vous regardez les neutrophiles, moins de 500 par millimètre cube, c'est une neutropénie sévère. D'emblée déjà, si vous avez des granulocytes à moins de 500, c'est une neutropénie sévère. Vous pouvez le dire ou vous dites agranulocytose. De toutes les façons, ces deux mots ont la même valeur sémiologique et thérapeutique, la même valeur pour l'urgentiste. Il y a un différentiel que vous devez oublier, bien sûr, la marginalisation des leucocytes, n'est-ce pas, qui est exceptionnellement sévère et jamais ne va se présenter aux urgences avec ce type de manifestation-là. Donc, c'est ça. La prise en charge dans la neutropénie sévère, la première des choses que vous devez penser, c'est éviter d'aggraver la situation. Donc, isoler le malade, le patient doit être isolé. Faites tout ce que vous voulez, mais il doit être isolé et surveiller tout ce qui entre, ce qui sort, ce qu'il a comme repas et ce qu'il a comme médicament. Tout doit être surveillé. Faire les prélèvements infectieux nécessaires. Là, on est devant un patient qui a une suspicion d'infection. Vous faites les prélèvements nécessaires avec obligatoirement les hémocultures et vous prélevez tous les sites potentiels. Et là, comme il y a souvent un problème financier, vous pouvez cibler au moins ceux des points d'appel, mais il doit obligatoirement avoir des éléments comme une radiographie du thorax, un examen stobactologie des urines, en plus de l'hémoculture. Maintenant, selon le point d'appel, vous ferez les prélèvements nécessaires. Examen stobactologie des crachats, analyse du LCA, du liquide articulaire, et j'en passe selon la présentation. Le patient en neutropénie sévère doit bénéficier obligatoirement d'une antibioprophylaxie ou d'une antibiothérapie s'il a des signes. La moindre suspicion d'infection doit conduire au traitement adapté de celui-ci. Et c'est avec une antibiothérapie à large spectre. En pratique, il faut couvrir les coccigrammes positifs, les bacillegrammes négatifs au moins. Je ne vous donne pas forcément un protocole, sinon je vous dirais qu'en général, vous allez recourir à des associations telles que quinolone et amoxicilline acide clavulanique, par exemple. Mais je vous le dis de façon globale pour que vous puissiez choisir en fonction des molécules que vous avez, même si ce n'est pas toujours evidence-based, pour couvrir ces germes-là. On peut aussi couvrir pour des infections et dans certaines particularités telles que l'herpès, les germes fongiques et la pneumocystose. Donc, que ça ne soit pas aberrant sur vous si vous voyez des praticiens le faire. Et l'administration des facteurs de croissance, qui sont les seuls à pouvoir, dans ce cas, tenter de faire remonter les neutrophiles. Donc, c'est hyper important, même s'ils sont difficiles à trouver, pas toujours accessibles quand vous serez en périphérie, et leur coût également. Donc, ça en fait toute la gravité. Sachez que la situation de neutropénie sévère doit être gérée conjointement avec le spécialiste concerné. Donc, il vous faut obligatoirement un avis spécialisé d'interniste ou d'hématologue, en particulier clinicien. Il vous faut, ou d'infectiologue également. Donc, il vous faut obligatoirement un avis spécialisé devant une neutropénie
sévère, en particulier si elle vient en aigu ou si elle est fébrile. L'approche diagnostique et thérapeutique est un peu différente de celle, mais il y a des éléments de similarité à approcher. Vous retrouverez ça dans des documents précis que nous avons identifiés sur vous. Deux documents importants, celui de David Daly, How to Diagnose and Treat Neutropenia, publié en 2017, et celui de Punapusa sur la neutropénie fébrile, qui a été publié l'année dernière. C'est important de pouvoir lire dessus, se façonner une approche, la contextualiser et on pourra en discuter éventuellement dans la phase de questions. Nous allons terminer par la thrombopénie sévère. Bien sûr, elle peut être asymptomatique ou avec des symptômes. Et là, les symptômes à retenir, ce sont les complications hémorragiques. Tout saignement, qu'il soit extériorisé ou non, spontané ou non, fait partie du syndrome hémorragique dans un cas de thrombopénie sévère et doit y faire la sévérité. Mais il ne faut pas oublier les conséquences de l'hémorragie. Ne voyez pas juste l'hémorragie, vous voyez que le patient peut saigner et avoir un choc hémorragique, un choc hypovolémique. Donc, il faut les avoir en tête. Alors, hop, hop, hop. OK. Nous excusons, il y a une diapo qui est sautée. C'est celle, hop, voilà, qui se répète, c'est celle du diagnostic positif de la thrombopénie sévère. Bien sûr, le diagnostic positif de la thrombopénie sévère, lui, va reposer sur l'hémogramme également. Et là, on définira la thrombopénie sévère pour un taux inférieur à 50 000 par millimètre cube. Et il faut savoir que le risque hémorragique augmente plus la thrombopénie est importante. Et donc, il sera majoritaire en deçà de 20 000 par millimètre cube. Un des éléments importants, c'est l'adjonction du frottis sanguin qui est important pour éliminer au moins une cause de fausse thrombopénie que sont les agrégats plaquettaires. Donc, il est important qu'ils soient couplés dans ce cas-là. Voilà, OK. Maintenant, par la suite, comment prendre en charge une thrombopénie sévère? Elle rejoint la prise en charge d'un syndrome hémorragique. Hospitaliser le patient et avoir un abord veineux de bon calibre. S'il est devant un choc hémorragique, c'est 2 abords veineux de bon calibre. Éviter d'aggraver la situation avec toutes sortes d'injections inutiles, intramusculaires ou sous-cutanées, car vont produire l'anémie. Une fois que vous avez votre abord veineux, préparer et réaliser la transfusion de concentré plaquettaire devant un patient qui a une thrombopénie sévère avec syndrome hémorragique. La thrombopénie sévère, en dehors du syndrome hémorragique, n'a pas besoin de concentré plaquettaire, sauf dans la situation où on veut forcément poser un geste important qui est potentiellement hémorragique. Ou à défaut, comme c'est trop souvent le cas dans notre situation, du sang total frais, mais vous devez savoir la quantité de plaquettes qu'il apporte est tellement inférieure. Mais cependant, il est d'autant plus important de parfois l'utiliser parce que le concentré plaquettaire n'est pas toujours accessible ou parfois met du temps avant de vous être livré. Et le sang total frais, lui, il est plus accessible et peut vous aider aussi à corriger les complications hémorragiques. Je vous prierai de couper vos micros une fois de plus. Les attendre que la personne coupe son micro. Hop, c'est bon, merci. L'administration également de molécules pour cibler l'hémostase. Et là, en particulier, vous avez le choix avec la vitamine K, l'acide tranexamique, les tamsulonates et bien d'autres qui vont vous aider aussi à diminuer le volet hémorragique en activant l'hémostase. Et il faut également ne pas négliger de prendre en charge le choc hémorragique s'il est présent. OK. On avance. OK. Pour l'approche devant une thrombopénie sévère et la prise en charge finale, 2 documents nous avons identifiés pour vous qui peuvent vous aider. S'il y a des questions qui pourront susciter la discussion, nous en discuterons. Notamment celui de Isaac et Bruxelles sur Management of Thrombocytopenia
et celui de Gina et Kandar sur la thrombocytopénie, publié dans State Peers cette année même en janvier. Alors, nous allons conclure. C'était une présentation brève pour rappeler pour certains et attirer votre attention sur la gestion des urgences hématologiques d'abord. Elles sont fréquentes et dominées par les cytopénies dans notre contexte. Nous nous sommes appesantis sur ça. S'il y a d'autres, on pourra en discuter par des questions. La prise en charge en urgence doit être connue de tout praticien en médecine adulte, vu qu'on parle de médecine adulte. La démarche diagnostique et étiologique n'est prioritaire qu'une fois l'urgence levée. Vous pouvez ne pas ou vous pouvez rater la cause d'une anémie, d'une thrombopénie ou d'une neutropénie lorsque le patient vient en urgence, mais vous ne devez pas rater la prise en charge de l'urgence qu'il faut au préalable identifier. Sur ce, je vous remercie de ma part, moi-même et de celle du docteur Gincap. Et nous attendons, nous allons prendre progressivement les questions. OK, pour la phase de questions, je me demande comment on va progresser. Une personne lève la main et il prend la parole, il pose sa question. OK, je vous écoute. La parole est à qui veut la prendre. Je ne sais pas si le docteur Gincap Natacha est présente. Je vais globalement fouiner parmi les différents participants. Bonsoir, docteur Essama Bibi. Bonsoir, docteur Douanla Arnaud. Bonsoir à tous mes seniors, tous mes promotionnaires, tous les médecins et étudiants qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous écoutons vos questions. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Merci pour la brillante présentation. Vous me suivez? Je t'écoute. OK. Docteur Yonggi Jude, j'ai une question. Mais docteur Yonggi Jude, médecin généraliste, ma question, c'est à propos de la qualité des examens biologiques. Parce que je prends l'exemple peut-être de la thrombopénie. On a parlé de thrombopénie avec une valeur inférieure à 50 000 plaquettes dans le sang. Couramment, nous avons souvent des examens, des résultats de bilan qui sortent et puis qui souvent ne concordent pas avec la clinique. Je vous prends le cas de la thrombopénie. Voilà, j'ai eu un patient il y a une semaine qui avait justement une thrombopénie qui a été révélée par la numération formule, mais plus tard qui revient, elle est sévère, mais le patient n'a pas de symptômes gingivoragiques ou un syndrome hémorragique. Donc, j'aimerais savoir, la question c'est de savoir, est-ce que on ne peut pas, il n'y a pas, comment on appelle ça? Est-ce qu'il n'y a pas un biais avec nos examens dans notre contexte? Et si oui, est-ce qu'il existe des normes à propos de la qualité des examens sur le plan des recommandations des sociétés savantes de biologie clinique? Merci. Merci, Jude, de ta question. C'est hyper important, tout à fait, le partage d'expérience à chaque fois. Ce sera plus facile de prendre la parole pour poser des questions que d'écrire dans le groupe, sauf si quelqu'un m'aide à lire parfois parce que j'aurai des difficultés. Alors, premièrement, quand vous recevez un résultat de biologie, là, je vais citer un de nos maîtres, le professeur Pécura, qui nous disait, quand vous recevez un résultat de biologie, posez-vous d'abord la question, est-ce que vous vous attendiez à trouver cette anomalie-là? Par exemple, je reçois un patient, thrombopénie sévère, et il n'a aucun signe hémorragique. D'accord? Ça tique dans ma tête, c'est est-ce que c'est une vraie thrombopénie? Et donc, par la suite, je me rapproche du laboratoire et j'ai la possibilité de leur demander de faire un frottis ou bien reprélever le patient et avoir une numération et un frottis pour savoir si cette thrombopénie est réelle ou pas. C'est généralement ça la procédure. Et c'est ça la base. Mais si d'emblée, j'ai un patient qui a un syndrome hémorragique et j'ai la numération qui me montre une thrombopénie sévère, je ne vais pas me poser la question, je vais d'abord le traiter. Et ce n'est qu'après que je vais y réfléchir pour chercher l'étiologie. Donc, c'est ça que je veux dire.
OK. Est-ce qu'il y a une autre question si, oui, je rebondis encore juste pour dire que, bien sûr, il y a Bonsoir, des docteur. laboratoires sur lesquels c'est pas facile de se fier. Bien sûr, ça, c'est assez courant. Mais il faut pas oublier que nous, cliniciens aussi, nous ne faisons pas toujours notre travail. Quand il y a une anomalie, rapprochons-nous souvent aussi du laboratoire pour essayer de discuter avec eux pour savoir. On ne sait jamais. Parfois, il y a des anomalies qui se répètent, qu'on ne comprend pas toujours. Se rapprocher d'eux, leur discuter, même si certains ne sont parfois pas toujours ouverts à la discussion. Donc, c'est ça. OK, désolé de t'avoir coupé. Je t'écoute pour ta question. Bonsoir, docteur. Bon, c'est docteur Boussou. Je suis hématoclinicien au Sénégal, hématologue clinicien, et j'ai suivi avec intérêt votre présentation. Hein. Et donc, ça a été assez exhaustif. J'aimerais juste apporter quelques éléments de contribution à l'endroit de la présentation. Alors, déjà, bon, je pense qu'au moins à la fin, vous devrez parler un peu de la CIVD quand même. Je pense que pour les autres, c'est une entité pathologique qu'ils ne connaissent pas trop. Et donc, puisque vous avez parlé des éléments fluctués du sang, et on sait que la CIVD, c'est plus les facteurs l'hémostase avec les plaquettes. Donc, ce serait très important d'aborder ce sujet-là. Maintenant, concernant les cytopénies, donc, pour l'anémie, en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on ne transfuse pas des chiffres. Je m'explique. Alors, c'est plus la tolérance, quoi. Bon, j'ai vu que vous avez donné des chiffres pour dire que quand le taux d'hémoglobine est à 7, que là, c'est l'anémie est sévère et qu'il faut transfuser systématiquement. Alors, souvent, la tolérance de l'anémie, souvent, ça dépend de l'installation. Je m'explique. On peut avoir un patient qui a une carence en vitamine B12, supposons, qui vient avec une anémie à 5 et qui tolère. Et un autre qui avait un taux d'hémoglobine à 13, automatiquement, qui a saigné beaucoup, qui a perdu beaucoup de sang, automatiquement, il se trouve à 8 et il ne tolère pas l'anémie. Alors, ce que je voudrais dire là-bas, c'est que vraiment, ce qu'il faut, il faut avoir une idée sur la paraclinique, mais c'est surtout la clinique. Parce que c'est la clinique qui permet de voir est-ce que le syndrome anémique, il est toléré sur le plan hémodynamique, oui ou non. Et donc, ça, c'est la clinique qui nous permet d'être édifié sur ça. Et donc, vous l'avez dit, hein, il ne suffit pas de transfuser juste, et il faut ensuite regarder c'est quoi la cause de l'anémie. Et peut-être nous, comme en tant qu'hématologue clinicien, on fait les labos. Peut-être l'autre astuce, c'est quand même, quand vous recevez une anémie sévère, c'est quand même d'avoir le flair de prélever, de faire quelques prélèvements, soit sur tube EDTA, de tube mou, sur tube sec, au moins. Et s'il le faut, de le garder au labo, s'ils peuvent même aller côté. Parce qu'après, on peut être appelé à faire des examens paracliniques sur le plan diagnostique qui sont très importants, mais qui sont différés à cause de la transfusion. Donc, je peux donner un exemple. Peut-être un patient chez qui on doit faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Si le malade vient en urgence et qu'on le transfuse, dommage, on doit attendre encore 3 mois pour faire l'électrophorèse. Donc, si on avait fait un prélèvement sur type EDTA qu'on a gardé au labo, pour les expliquer, pour qu'ils comprennent au moins les techniques de prélèvement, au moins ça nous permettrait de gagner du temps. Ça aussi, c'est très important. Alors, concernant la neutropénie aussi, je ne sais pas, vous n'avez pas aussi parlé de la neutropénie fébrile, l'entité de la neutropénie fébrile carrément, quoi. Donc, c'est une entité qui est là, un patient qui a une neutropénie avec une fièvre. Et donc, le plus souvent, il ne faut pas s'attendre à trouver un germe. Donc, c'est des fièvres qui sont là, vous faites les hémocultures, souvent ça revient négatif. Et le plus souvent, donc, vous l'avez dit dans votre présentation, hein, il faut incriminer le plus souvent les virus, les champignons, c'est pourquoi donc c'est un traitement à l'aveugle qu'il faut faire. Mais il ne faut pas aussi nier le fait que ces neutropénies surviennent le plus souvent dans un contexte, soit un contexte de patient qui a une pathologie X ou bien une certaine pathologie
assez particulière, ou bien un malade qui est sous chimiothérapie, ensuite qui fait donc une cytopénie post-chimio. Donc souvent, ces malades-là sont appelés à être gérés dans ce genre de figure. Maintenant aussi, attention à l'utilisation des facteurs de croissance granulocytaire. Ce ne sont pas des utilisations systématiques dans tous les cas. Je m'explique. Supposons si c'est un malade qui vient dans un tableau de leucémie aiguë, donc un malade chez qui, dans sa moelle osseuse, on retrouve beaucoup de cellules immatures, de blastes. Et donc là, le mécanisme de la neutropénie, c'est un étouffement. C'est-à-dire que la moelle osseuse est étouffée de telle sorte que l'hématopoïèse normale n'est pas réalisée. Et donc, chez ce malade-là, même s'il a une neutropénie, donc dans ce contexte aigu, ce n'est pas les facteurs de croissance qui vont régler son problème. Et contrairement, ça va même aggraver le tableau. Parce que le problème, c'est un étouffement de la moelle. Donc, si vous n'enlevez pas l'étouffement de la moelle, les neutropénies ne vont pas pousser. Donc, l'utilisation des facteurs de croissance granulocytaire, pour moi, devrait être réservée strictement aux spécialistes ou bien après, quand même, avis d'un spécialiste. Alors, concernant aussi les plaquettes, vous savez, donc, les plaquettes, leur durée de vie, environ, c'est 5 à 7 jours. Donc, c'est des cellules très labiles dans le sang. Alors, je rejoins l'autre question. Donc, il faut savoir que déjà, quand vous avez une thrombopénie qui s'affiche, la première chose, c'est qu'il faut la confirmer. Donc, le médecin l'a dit, pour confirmer une thrombopénie. Même si vous n'avez pas un frottis, au moins demander une NFS sur type citraté, quand même, c'est très important. Et l'astuce aussi, attention, quand vous transmettez une NFS avec des plaques à côté, on met AG. L'AG fait référence à des agrégats. Donc, vraiment, la machine nous dit que, attention, il se pourrait qu'il y ait des agrégats, donc il faut faire un frottis sanguin. Donc, toujours, il faut éliminer une fausse thrombopénie. Il l'a dit, hein, soit c'est l'anticoagulant avec le DTA qui fait qu'il y a une fausse thrombopénie et il faut la confirmer. Donc, dès que la thrombopénie est là, ce qu'il faut savoir aussi, il y a une très grande variété interindividuelle. On peut avoir des personnes qui ont une thrombopénie à 20 000, 25 000, mais qui ne saignent pas, d'autres qui ont 40 000 et qui saignent. Mais il faut savoir que ces saignements-là peuvent survenir de façon spontanée ou provoquée. Donc, quelqu'un qui a une thrombopénie, il l'a dit, donc il faut éviter d'utiliser d'objets contendants, de faire des injections intramusculaires. Toutes ces mesures-là visent quand même à ne pas provoquer une hémorragie. Parce que dès que l'hémorragie est là, on n'a pas assez de plaquettes pour arrêter l'hémostase. Donc, vraiment, le sujet qui a une thrombopénie doit être très précautionneux. Il ne doit pas utiliser d'objets contendants, pas d'IM, etc., etc. Vraiment, il y a beaucoup de mesures qu'il faut prendre pour éviter cela. Et donc, la transfusion de plaquettes en urgence, c'est vraiment réservé pour un traitement ponctuel. C'est-à-dire qu'un malade qui est là, qui a une thrombopénie et qui saigne. Donc, on lui met une transfusion de plaquettes pour essayer d'arrêter le saignement de façon ponctuelle et éventuellement rechercher la cause et agir sur la cause. Sinon, après quelques jours, le même problème risque de revenir. Et donc, à côté aussi du traitement d'urgence, à côté de la transfusion de plaquettes, il y a quelques mesures d'hémostase qu'il faut connaître. Donc, on peut faire des pansements avec de l'hexacil. Hein, on peut faire des pansements locaux hémostatiques, etc. Donc, vraiment, hein, si ce sont des épistaxis et autres, on peut utiliser la pommade HCC. Vraiment, c'est quelques astuces qu'il faut connaître, au moins pour essayer de gérer cela. Mais on n'empêche que vraiment, j'ai aimé la présentation et je m'excuse de la longueur de l'intervention et je vous remercie encore de cette belle présentation. Merci. Merci bien pour tous tes apports qui étaient hyper importants, hyper fondamentaux. Si on m'avait dit que tu étais là, justement, je t'aurais dit de prendre la parole à la fin pour faire une grosse synthèse et tout, parce que tu as rebrossé toute la présentation en nous ajoutant, bien entendu, la touche d'hémato-clinicien. Je vais juste insister sur deux éléments. Bien sûr, la CVD, nous le rajoutons, bien entendu, nous voulions faire un truc assez court, mais bien sûr, elle doit être connue. Et l'élément, c'est qu'il a dit, c'est très important, on ne transfuse pas le
taux d'hémoglobine, une fois de plus. C'est pour ça que dès le début de la présentation sur l'anémie, j'ai insisté sur les signes et la présentation clinique. C'est ça qui est important. Mais les taux sont à connaître, surtout à titre indicatif, pour que vous sachiez à peu près où vous situez également. Important d'avoir toujours un bilan minimum avant de transfuser le malade. Parce que bien comme il a dit, ça c'est important, lorsqu'on vous transfusez le malade, vous faussez certains paramètres qui seront difficilement interprétables sur des examens plus tard. Et ça, c'est des situations qu'on rencontre au quotidien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, ajouts, remarques? Voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Kaxi Abdulaziz, ton promotionnaire. Je suis de rhumatologie. J'ai beaucoup apprécié la présentation, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup de la révision. En fait, ma question, c'est de savoir si un patient qui a eu à bénéficier d'une transfusion sanguine, le délai pour évaluer. Par exemple, j'ai reçu un patient qui a eu 5 grammes d'hémoglobine où j'ai décidé de faire, par exemple, trois poches. Voilà. Quand est-ce que je dois évaluer le taux d'hémoglobine pour voir, sans oublier qu'il y a une évaluation clinique qu'on fait, mais ma question est de savoir la durée. Est-ce que c'est 48 heures? Est-ce que c'est 24 heures? Parce qu'on a eu un problème ici dans le service parce qu'on faisait des stages pour discuter là-dessus. Merci beaucoup. Sinon, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié et je vous remercie. Un coup de chapeau. Ok, très bien. Merci pour ta question, Abdul. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, c'est d'abord la clinique qui te guide, mais aussi, je suis sûr que chez votre patient, les 3 unités que tu as fait passer, tu ne les as pas forcément fait passer en 24 heures. Donc, tu les as probablement fait passer un peu plus sur 48 heures, je suppose. En fait, il n'y a pas, pour la plupart des manuels que moi j'ai à constituer, un cut-off qui va te dire de quand tu vas le faire, mais le plus souvent, au bout de 24 heures, tu peux déjà contrôler ta NFS. D'accord? Ou sinon, si ton patient cliniquement te va bien, tu peux l'espacer pour la faire à 48 heures. Donc, il faut au moins un délai de 24 heures avant de pouvoir la contrôler. 24 heures de ta transfusion, en fait. Sachant que, voilà, c'est ça. Hop, je vois beaucoup de mains qui attendent. Abdel Nasser. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Docteur Sangou Nasser, résident 3e année oncologie médicale. Bonsoir, Donc, grand patron. de Yaoundé. Merci, docteur Nkek. J'ai vraiment apprécié. Je suis en oncologie médicale. Les urgences hématologiques sont notre dada. Donc, ça me permettait de faire des mises à jour. Ma question, c'est particulièrement sur la neutropénie. Donc, j'ai eu un souci parce que tu as mis directement les antibiotiques dans la neutropénie. Et je me posais la question, dans toutes les neutropénies, on met les antibiothérapies ou bien c'est dans la neutropénie fébrile qu'il faut mettre l'antibiothérapie? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que même déjà, chez nous en oncologie, les neutropénies fébriles, ce n'est pas tout le monde, par exemple, qu'on hospitalise. Il y a d'autres qu'on prenne en ambulatoire et d'autres qui nécessitent une hospitalisation selon que le score de masse qui représente le risque est élevé ou bien qu'il est faible. Donc, ça m'embêtait un peu. Si déjà on n'hospitalise pas tout le monde, est-ce que c'est dans toutes les neutropénies qu'on met des ATB? Donc, c'était ça ma préoccupation. Merci. D'accord. Merci de ta préoccupation, ta question qui est hyper importante. J'ai vu le docteur Jim Cab Natacha, je vais lui laisser une part de la réponse, mais juste te dire quoi? Oh, je vais juste prier ceux qui ont les micros. Voilà. OK. Je vais juste dire quoi d'abord? D'entrée de jeu, la présentation était ciblée pour des praticiens, soit de médecine générale ou étudiants en médecine ou autres, qui reçoivent aux urgences un patient qui présente cette anomalie-là, en fait. D'accord? Donc, pour la neutropénie sévère, ce qui fait l'extrême gravité, c'est lorsqu'elle est fébrile. Et eux, ils doivent avoir en tête que devant ce cas-là, il faut hospitaliser le malade. Donc, c'était ça qu'il faut retenir. Maintenant,
sur les conditions du patient en oncologie qui est suivi, qui a une chimiothérapie, par exemple, avec une neutropénie qui est attendue, à un certain moment, il n'est pas obligé d'être hospitalisé. Mais chez celui qui reçoit ou celui chez qui je découvre une neutropénie sévère, fébrile, il doit être pris en hospitalisation, être isolé avec toutes les mesures qui s'y accompagnent. Bien sûr, de façon claire, chez celui-là qui a une neutropénie fébrile, sans toutefois avoir l'étiologie, je fais rapidement les prélèvements qu'il faut pour pouvoir trouver l'étiologie. Mais en attendant cela, je lui commence une antibiothérapie parce qu'il n'a pas de défense. Toujours est-il que quelqu'un qui a une neutropénie sévère, qui n'a pas de signes infectieux, en attendant de trouver la cause, il doit bénéficier d'une prophylaxie et d'un ensemble de mesures afin qu'il ne développe pas une complication infectieuse qui vont aggraver son pronostic. Donc ça, c'est hyper important dans ces situations-là. Ça, c'est ce que dit par exemple, le manuel de l'interne de médecine interne sur ces situations-là, neutropénie fébrile, neutropénie sévère. Je vais faire la passe à Dr. Jimkam Natacha. Je ne pouvais pas te laisser comme ça, je t'ai vu en ligne. Je ne sais pas si tu peux dire un mot ou pas, ou deux, ou par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que tu es encore là, Natacha? Oui, je suis là. Désolée, j'ai quelques soucis de connexion. Merci au docteur Nkek pour sa brillante présentation. Toutes mes excuses une fois de plus à tout l'auditoire pour mon indisponibilité qui est liée à des raisons indépendantes de ma volonté. Alors, on va aller droit au but. Pour la question particulièrement concernant les neutropénies, la place de l'antibiothérapie dans les neutropénies, je dirais que Dr. Nkek a pratiquement résumé la question. Peut-être qu'il y a un détail qu'il faut préciser. L'antibiothérapie a sa place dans la neutropénie sévère. Neutropénie fébrile, oui, mais neutropénie sévère. Dans sévère, il faut qu'on ressort bien le fait qu'on parle ici d'un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 500 grammes, 500 gigas par litre ou alors 500 par millimètre cube, comme nos appareils nous le donnent souvent. Donc, il s'agit en fait des cas d'agranulocytose. Dans des cas d'agranulocytose, c'est-à-dire des patients qui ont moins de 500 polynucléaires neutrophiles, il faut d'emblée mettre une couverture antibiotique pour protéger le malade des infections les plus courantes qui d'ailleurs pourraient être fatales pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas le malade chez qui on attend qu'il fasse des signes d'infection avant de mettre l'antibiothérapie. Il faut le faire. À moins de 500, il faut faire l'antibiothérapie. Qu'il soit fébrile ou pas, il faut mettre une antibiothérapie. Maintenant, pour l'entité neutropénie fébrile, que le malade ait d'autres signes ou pas, il faut le mettre d'emblée aussi sur l'antibiothérapie. Maintenant, il y a des paliers. Tout se joue selon la cotation d'un score, le score de masque, et c'est selon le niveau de cotation de ce score qu'il y a des lignes d'antibiotiques qui sont indiquées et qui doivent être prescrites. Mais s'il faut s'arrêter au contexte de neutropénie tout court, neutropénie sans fièvre, chez un patient qui arrive aux urgences, si c'est moins de 500 polynucléaires, il faut mettre de l'antibiotique. Il faut mettre une antibiothérapie de couverture à l'âge spectre. Maintenant, si c'est au-delà, il faut commencer à évaluer est-ce que cliniquement, il a des signes d'appel évoquant ou orientant vers une infection ou pas. Naturellement, je profite du fait que j'ai la parole pour dire que je salue la présence de nos confrères du Sénégal et je sais pas si c'est plus des Côte d'Ivoire, si j'ai pas bien suivi, je m'excuse. Merci également pour les ajouts qui sont très importants qu'ils ont fait à cette présentation concernant bien sûr les cytopénies sévères on le reconnaît peut-être, on a voulu insister juste sur cette entité parce que c'est les plus courantes, comme le docteur Nkek l'a dit, et tout est aussi fonction de l'auditoire. Il faut dire que cette présentation avait pour cible et pour auditoire essentiellement des médecins généralistes, des étudiants en médecine et des praticiens qui sont généralement au feu de l'action devant ces urgences hématologiques. Maintenant, quand on est clair que quand on évoque la thématique urgence hématologique, c'est tout un grand éventail de pathologies, c'est tout un grand éventail
tout un grand couloir d'entités qu'il faut réunir. Mais pour le cas d'espèce, nous avons, pour être pragmatique et pour parler des choses qui sont plus accessibles aux praticiens dans notre contexte, on a préféré se concentrer sur les cytopénies, sans bien sûr vouloir dire que la CIVD n'a pas sa place. C'est des ajouts qu'on fera dans la présentation, mais une fois de plus, aux confrères du Sénégal, on leur ajoutera la CIVD et quelques autres urgences, même la crise vaso-occlusive, par exemple, je ne sais pas, c'est un détail qu'on rajoutera dans la présentation. Mais pour ce cas, c'est un choix. On a voulu nous porter et insister, ou alors capaciter davantage nos confrères et cadets sur la prise en charge de ces cytopénies sévères qui sont parfois fatales, malheureusement, dans notre contexte. Merci encore une fois de plus. Je vous remets la parole, Dr. Nkeki. Merci, cher aîné et confrère, Dr. Natacha Jimkap, pour tous ces apports, toutes ces précisions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, ajouts, brûlantes, quelqu'un qui bouge, une question? Oui, Narcisse. Moi, je suis le docteur Traoré Narcisse, médecin généraliste au Burkina. J'avais principalement 2 questions. La première question, c'est si on reçoit un patient présentant une anémie sévère décompensée et qu'on juge que le patient a besoin de 3 poches de CGR. Je voulais savoir, est-ce que les 3 poches peuvent être transfusées systématiquement ou bien il y a des intervalles de temps à faire avant de les transfuser? Et la deuxième question, souvent on entend que si quelqu'un est transfusé dans l'immédiat, la personne ne doit pas manger. Je voulais savoir, est-ce que cette assertion est vérifiée? Merci bien à vous et encore merci à vous pour cette très belle présentation, très enrichissante. Je vous remercie. Merci pour la question. J'espère que je les ai retenues. Je vais commencer par la dernière qui est celui de manger pendant la transfusion. Le plus souvent, en fait, n'est-ce pas, on veut éviter de passer autre chose au patient pendant sa transfusion. Parce que s'il a une réaction pendant la transfusion, on ne pourra pas toujours savoir si c'est vraiment la transfusion ou si c'est ce qu'il a pris. Donc, il peut consommer quelque chose et avoir une réaction allergique à ce qu'il a consommé. Et là, on est obligé d'arrêter la transfusion par rapport à ça. Ça, c'est l'information que j'ai. Donc, le plus souvent, on évite de lui faire passer autre chose pendant sa transfusion, c'est-à-dire qu'il mange pendant la transfusion. Voilà. Donc, l'autre question, je pense peut-être je l'ai oubliée. C'était, ah oui, voilà. Si vous avez un patient en anémie sévère et, par exemple, vous estimez qu'il lui nécessitera 3 unités de sang total pour sa transfusion, c'est comment les lui faire passer, n'est-ce pas? Et je vais identifier dans nos confrères hématologues cliniciens pour pouvoir répondre sans ambiguïté. Je dois aussi faire parler l'assistance. Est-ce que nous avons un hématologue clinicien? Oui, je suis là. Oh, super. Merci, tu es venu me sauver de cette question hyper compliquée pour moi. Merci donc au docteur burkinabé pour la question. En fait, ce qu'il faut savoir, en fait, la transfusion aussi, ce qu'on évite, c'est la surcharge volumique. Et donc, quand on doit transfuser 3 poches, maximum la journée, on doit s'arrêter à 2 poches de CGR. Maintenant, l'autre poche, ce sera un autre jour. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous transfusez une poche, vous faites augmenter le taux d'hémoglobine de 1 gramme. C'est-à-dire que pour savoir que votre transfusion est efficace ou pas, chaque poche fait augmenter le taux d'hémoglobine d'1 gramme. Donc, après transfusion, si vous vérifiez et vous voyez que vous avez une augmentation de 3 grammes, là, votre transfusion est efficace. Maintenant, si ce n'est pas efficace, là, on entre dans d'autres domaines. Mais ce qu'il faut retenir, maximum, il ne faut pas dépasser les 2 poches par jour. Donc, il peut arriver qu'un patient ait besoin de 4 poches. Et donc, il faut le faire en 2 jours. Chaque jour, 2 poches, après vous allez évaluer le risque. Maintenant, l'autre question, c'est qu'au cours de la transfusion, un patient ne doit pas manger, c'est proscrit. Maintenant, après la transfusion, il y a un délai où il
faudra surveiller pour voir est-ce qu'il n'y a pas de réaction post-transfusionnelle immédiate. Maintenant, après, il faut manger. C'est un peu ça. Merci. Merci infiniment pour cet ajout. Et l'autre chose que je dirais, c'est vrai que ce n'était pas dans sa question, c'est qu'il y a aussi, comment dire, qu'il y a des situations un peu particulières. Par exemple, le patient qui a un choc hémorragique, là, chez lui, on ne va pas réfléchir à juste quantifier ses besoins, ça, on va le transfuser selon son état clinique. Pareil, le patient qui a une hémorragie en cours, il peut recevoir bien plus en termes de quantité d'unités de sang que la situation classique du patient qui a son anémie sévère sans signe hémorragique, ainsi de suite. Donc, il y a des éléments aussi particuliers comme ça qui vont faire dépasser les seuils classiques de transfusion journalière. Ça, c'était juste une parenthèse. Je vois un beau... Je confirme, c'est vrai. C'est ce que vous dites. Je confirme. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jack Bauer. Oui, c'est Fernand Botus. Je n'ai pas pu changer mon avis, je ne sais pas, ça me fait le coup tout le temps. C'est Fernand Bolo de en médecine interne. Donc, en fait, je suivais avec beaucoup d'intérêt les interventions des uns et des autres et j'ai vraiment été édifié sur plein des aspects. Il y a beaucoup de questions que j'avais qui ont été déjà répondues. Il reste quand même un questionnement. C'est pas une question directe, c'est beaucoup plus une réflexion, peut-être d'ordre pratique. C'est de se dire, bon, oui, d'accord, on ne transfuse pas les chiffres, mais très souvent en pratique, on se retrouve devant une situation où on fait face à la tension qu'il existe entre le déficit de ressources matérielles et infrastructurelles qu'on pourrait avoir pour intervenir immédiatement qu'on aurait des compensations. Je parle bien sûr dans le cas d'une approche où on se dit que bon, le patient a 4 grammes et il semble tolérer son anémie et à tout moment, voilà, le patient peut être amené à décompenser. Donc, on est dans cette situation où les besoins en sang sont énormes et vraiment d'actualité dans notre contexte, même dans les hôpitaux de référence. Je suis sûr que c'est à peu près, c'est une situation à peu près similaire dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, au Cameroun en particulier, le pays où je suis venu. Il y a toujours ce problème de besoin en sang. On se dit alors, est-ce qu'on va risquer de garder un patient qui a 4 grammes au risque qu'il ferait une décompensation, peut-être dans les 24 heures, dans les 12 heures où Dieu sait en combien de temps, et ne pas avoir le sang nécessaire pour le transfuser à ce moment-là. Et peut-être même pas, au moins au cas où il y a même du sang, ne pas avoir les moyens pour pouvoir s'en procurer. Vaudrait-il, est-ce qu'il n'est pas plus prudent? C'est vraiment une réflexion, c'est un questionnement. Est-ce qu'il n'est pas plus prudent? C'est juste pour essayer de questionner un peu cette approche, bien sûr éprouver du fait qu'il ne faille pas transfuser un patient qui décompense pas en raison des risques, bien sûr, résiduels transfusion. Maintenant, on est dans une situation où on a une banque de sang qui n'est pas forcément constamment approvisionnée, on a des besoins en sang qui sont constants, on a des patients qui ont des problèmes socio-économiques permanents, on a donc tous ces aspects-là. On a un patient qui a 4 grammes qui pourrait décompenser, mais qui ne le décompense pas. Est-ce qu'il ne serait pas plus sécurisant, par exemple, de lui faire une poche de sang à titre de sécurité? C'est vrai que ce n'est pas une approche tout à fait scientifique, mais je dis dans une approche de terrain, est-ce qu'il n'est pas admissible de devoir transfuser un tel patient? C'est un questionnement qui est ouvert à tout le monde. Merci. D'accord. Je pense que cette question-là, je vais donner mon avis. Et si Dr Jim Capet est encore là, et ainsi que notre confrère du Sénégal, éventuellement d'autres pays, parce que là, c'est une question aussi qui pratico-pratique, afin d'étayer les différents membres de Medical Mind qui vous suivent dans différents pays afin de pouvoir voir ça. Moi, ce que je dirais, oui,
je vais laisser le côté, oui, ça peut être un drépanocytaire, ça peut être, il peut avoir telle comorbidité en plus, il peut avoir, pour dire quoi? Il a 4 grammes, n'est-ce pas, un adulte, 4 grammes, et il les tolère. Il peut verser le plus souvent pour qu'il les tolère à ce stade, c'est que ça s'est installé de façon progressive. Mais je sais aussi quoi? Je sais 2 choses. C'est que de un, s'il les tolère, ça veut dire que je n'ai pas une urgence, comment dire, la situation n'est pas, je ne dois pas le transfuser dans l'urgence chez lui. Donc, je ne dois pas me presser à le transfuser dans l'urgence, contrairement à quelqu'un qui ne tolère pas. Mais dans la réalité, je sais que en étant, oh, ça me dit que ma connexion est instable, en sortant de l'hôpital, tout peut lui arriver, surtout qu'il ne va pas remonter cette eau-là rapidement. Et dans cet intervalle-là, plein de choses peuvent lui arriver, même si là, au moment où je le vois, il n'a pas de symptômes. Donc, moi, pour ma part, je le transfuserai, ce patient, sans toutefois la planifier en urgence, c'est-à-dire lui dire dans les 4 ou 6 heures, non. Mais je le transfuserai le plus tôt possible pour pouvoir l'amener un peu plus haut que ça, n'est-ce pas? Et bien sûr, moi, dans mon optique, ce serait de lui donner au moins 2 unités. Mais maintenant, j'aimerais avoir l'optique ou le raisonnement de d'autres qu'ils s'y connaissent encore mieux que moi, docteur Natacha. Si tu es là ou nos confrères des autres pays, OK, je vous écoute. Alors, docteur Nkek, je suis toujours là. Si je peux apporter ma petite contribution sur cette question, je dirais d'entame, je prendrais le même raisonnement que vous, pour dire que le patient qui a 4 grammes, l'adulte, nous parlons bien de l'adulte, parce que je pense que chez l'enfant, une question pareille, même s'il tolère, il faudrait être plus prudent et transfuser. Mais s'il faut parler de l'adulte qui a 4 grammes, il est fort probable, quasiment sûr que c'est une anémie qui s'est installée de façon chronique, raison pour laquelle il a eu le temps de la tolérer, de la compenser progressivement, si je peux dire ainsi, et finalement la tolérer jusqu'au point où je le rencontre en consultation. Donc, d'emblée, dit que je le transfuserai, je dirais tout dépend de ce qui l'emmène à l'hôpital. Si le patient vient pour un événement aigu qui est de nature décompensante, c'est-à-dire il vient pour, je ne sais pas moi, une infection, il vient pour vraiment un événement aigu qui, je sais que dans la cinétique, pourrait aggraver ou se rajouter à son anémie, par prudence, je pourrais transfuser ce patient, mais vraiment juste la quantité nécessaire pour lui permettre de faire face à l'événement aigu et ne pas décompenser plus que ça. Mais si vraiment le patient vient pour investigation de cette anémie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement ponctuel aigu au moment où je le vois, et il a ces 4 grammes qu'il tolère bien, la tendance serait de faire tout, ou alors de rechercher le plus rapidement, accélérer dans les bilans et dans la démarche diagnostique pour avoir le plus rapidement une étiologie à cette anémie et la corriger l'étiologie qui se cache derrière cette anémie. Le souci avec l'anticipation, c'est-à-dire l'anticipation dans la transfusion, si je peux dire ainsi, c'est que le sang, c'est vrai qu'on l'appelle communément sang, mais le terme technique, c'est produit sanguin labile. C'est des produits sanguins labiles. Et dans labile, c'est vraiment labile, comme on le dit en français, c'est des produits, entre guillemets, fragiles, qui ne tiennent pas long comme un médicament. C'est pas la boîte d'antibiotiques que je vais acheter et faire garder dans un tiroir pour dire que s'il fait le pic. Ou alors d'antipyrétiques que je vais garder dans un tiroir pour me dire, OK, s'il chauffe, je vais lui donner ce comprimé de paracétamol ou autre. Malheureusement, c'est un produit qui est labile dans ce sens qu'il peut facilement se détériorer et ne plus être valide ou alors être délétère pour le patient au moment où je pense pouvoir l'utiliser. Donc, ce serait quasiment difficile, voire impossible, en tout cas pas conseillé, de dire qu'on prend du sang en avance à une banque de sang X pour venir garder dans un frigo à l'hôpital ou au chevet ou près du chevet du malade pour que si jamais au cas où il décide de décompenser, on puisse rapidement le rattraper. Ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas une bonne idée. Surtout que le sang, même dans les banques de sang, c'est conservé de façon vraiment très calibrée. Il y a des températures pour régler ces réfrigérateurs. C'est pas dans n'importe quel réfrigérateur qu'on les met. Donc, quand on le sort vraiment, si c'est du sang qu'on a sorti du réfrigérateur, la prochaine destination doit être la voie veineuse du patient et l'organisme du patient. Il ne doit pas avoir d'autres transits. Maintenant,
par abus. Vraiment, ça, là, je parle vraiment en termes de logique, de jugeote personnelle. Par abus, on pourrait se dire, OK, je peux contacter pour ce malade la banque de sang la plus proche, peut-être celle de mon hôpital, pour lui dire, bon, j'ai un malade qui a 4 grammes, il tolère encore, mais au cas où, je ne sais pas, au cas où il décompenserait, s'il te plaît, garde-moi une poche là-bas de concentré érythrocytaire parce que je pense que c'est le produit dont il aura le plus besoin à ce moment. Garde-moi une poche de concentré érythrocytaire pour lui au cas où il a un souci. Ça encore, c'est une alternative cohérente pour moi qui pourrait être envisagée, même si ça ne garantit rien parce que si le confrère biologiste aura toute la bonne volonté de garder le concentré, mais si derrière, il y a une urgence vraie qui se décline, un malade qui décompense et qui a besoin du sang, on est d'accord que cette poche reviendrait mieux à ce patient qui est dans le besoin que plutôt à être conservé pour attendre une éventuelle décompensation ou un éventuel besoin de ce malade à 4 grammes. Donc, au finish, pour moi, c'est une question qui va premièrement, de la jugeote personnelle de tout clinicien, mais secondairement du patient et de tous les contours de l'environnement qui entoure le patient. Est-ce qu'il vient juste avec ces 4 grammes ou alors il a un événement surajouté qui peut faire décompenser et qui mérite qu'on lui apporte ce sang-là. Mais c'est le malade à évaluer au jour le jour, à l'heure, de façon la plus rapprochée possible. C'est le malade à surveiller pour qu'au moindre signe, on lui apporte le produit nécessaire pour éviter qu'il ne passe du côté de la zone rouge. Merci. Merci Natacha pour ta précision. Vous voyez pourquoi c'est toujours important d'avoir un avis, que ce soit entre confrères et ceux du milieu spécialisé. Nous prendrons aussi éventuellement l'avis si vous êtes toujours là d'autres praticiens, d'autres pays éventuellement pour favoriser l'échange. Je ne sais pas comment vous ferez chez vous, comment vous faites chez vous. Bon, visiblement, plus personne. On me signale qu'il y aurait 2 questions dans les commentaires. Malheureusement, je ne les ai pas vues. OK. Docteur Tiwa, nous vous écoutons. Vous allez lever la main. Puis Docteur Kamwa. Bonsoir, docteur. Et bonsoir à tous mes aînés. Moi, c'est Tiwa, je suis 7e année à la FMSP de Douala. Et je voudrais savoir, en fait, par rapport à la transfusion sur les sujets drépano qui sont habituellement anémiés, des fois même l'hémoglobine de base est à moins de 7, voire même 6 grammes. En fait, ils peuvent avoir des infections avec anémie sévère. Est-ce qu'il y a peut-être certains critères qui pourraient nous permettre, déjà qu'avec les infections, ils auront certains signes d'anémie sévère et avec la pâleur habituelle, ça sera un peu difficile de déterminer si c'est vraiment une anémie sévère ou bien c'est une anémie chronique tolérée. Donc, est-ce qu'il y a peut-être certaines astuces pour mieux connaître les indications afin de les transfuser? Merci. D'accord, merci de la question. On va y revenir. Docteur Kamwa, vous aurez une question. Ce sera la dernière question, si ça en est. OK. Bonsoir toute l'assistance, bonsoir tous les aînés. Moi, c'est Docteur Kamwa, médecin généraliste au Cameroun, ayant longtemps pratiqué en zone périphérique. Donc, j'ai une question concernant les urgences hématologiques, principalement les urgences. Bon, je prendrai par exemple le cas des anémies sévères, par exemple. J'ai vu au cours de la présentation, il était question de faire un bilan minimal, ou du moins des prélèvements initiaux avant d'initier une transfusion, que ce soit par exemple des kilos globulaires ou des kilos plaquettaires. Ma question est de savoir, en tant que généraliste exerçant en zone périphérique, quels sont les prélèvements initiaux que je peux faire avant d'initier une transfusion? J'ai vu dans la présentation, on parlait des bilans à faire dans l'investigation, par exemple, d'une anémie sévère
il fallait faire, par exemple, le frottis sanguin, le dosage des érythrocytes. En tant que clinicien en zone périphérique, comment anticiper, par exemple, ces examens-là? Deuxième question, généralement, en zone périphérique, on se retrouve devant des situations d'urgence, mais parfois, après avoir levé l'urgence, on ne sait plus trop quoi faire. Je voulais savoir à quel moment savoir qu'il faut transférer, par exemple, le patient chez un spécialiste pour un suivi continu. Merci. D'accord. Je vais y répondre. Je commence par la fin et on reviendra sur la question de la drépanocytose. La première question, c'était le bilan minimal. En fait, c'est dire quoi? Si vous êtes en périphérie, n'est-ce pas, il faudrait au moins que, avant de transfuser le patient, vous conserviez un tube pour pouvoir au moins faire le frottis et le taux de réticulocytes. Au moins les faire eux. D'accord? Parce que ça fait partir du bilan minimal d'une anémie sévère que vous aurez la plupart des cas. Et ils peuvent être modifiés par votre transfusion. D'au moins le prélever et le conserver. Et cela pourra servir éventuellement pour autre chose par la suite, mais au moins qu'il y ait cela. Ça, c'est ce que je peux dire. Deuxième question, c'était concernant voilà, nous avons présenté et ce thème était globalement centré sur le volet urgence. Et c'est pour ça que même les discussions se sont appesanties. Mais lorsque l'urgence est levée ou lorsqu'on a initié la prise en charge en urgence, on a le temps posément pour rentrer, s'asseoir, lire sur la démarche devant une anémie, l'appliquer au patient et, si ça nous dépasse, demander l'avis des confrères ou l'envoyer ou demander l'avis du spécialiste, que ce soit l'interniste, l'hématologue clinicien et j'en passe selon la situation. Donc, c'est ça la démarche en fait qu'on a voulu vous transmettre aujourd'hui. C'est de dire quoi? En urgence, je peux ne même pas connaître le diagnostic, mais je dois savoir la situation d'urgence. Le diagnostic étiologique n'est pas obligatoirement, n'est pas obligé d'être connu. Donc, mais je dois reconnaître l'anémie sévère, reconnaître la neutropénie fébrile, neutropénie sévère, reconnaître la thrombopénie sévère avec les signes de gravité qui sont les syndromes hémorragiques. Et je dois savoir quoi faire dans ce cas-là. Et bien sûr, pour la suite, en dehors de l'urgence, je vais posément m'asseoir, bouquiner. C'est pour ça qu'on vous a donné des petites références à lire pour avoir une petite approche. Et je vous assure, vous gagnerez en faisant ce processus-là et en discutant avec vos confrères et aînés. Vous avez plusieurs interventions qui pourraient éventuellement vous servir dans le futur afin de référer ou avoir un avis par rapport à telle ou telle maladie. Mais il y a des situations que vous devez savoir où d'emblée, il vous faut un avis. Vous prenez en charge le peu que vous pouvez de l'urgence, mais d'emblée, il vous faut obligatoirement un avis. Par exemple, le patient qui a une neutropénie sévère ou une neutropénie fébrile, il vous faut un avis spécialisé. Vous faites ce que vous pouvez faire en initiant la prise en charge en urgence, mais il vous faut obligatoirement un avis spécialisé. Pour l'anémie sévère, vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis spécialisé. En tant que médecin généraliste, vous devez quand même pouvoir faire un minimum d'exploration chez un patient qui a eu une anémie sévère. Et le patient qui a la thrombopénie sévère, c'est un peu pareil. Il vous faudra en général avoir un avis, mais vous devez quand même pouvoir faire un minimum de choses avant. OK, c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, il y avait une question pour le patient drépanocytaire. Et la question a même déjà en fait été répondue. C'est juste dire qu'on ne transfuse pas le chiffre. C'est-à-dire quoi? Chez le drépanocytaire, je vais corréler en fait son état clinique avec son chiffre d'hémoglobine. Ça veut dire quoi? Si c'est un patient chez qui j'ai les chiffres de base, par exemple, ou les chiffres habituels, ou qui habituellement tourne autour de 6 grammes par décilitre et qui fait des symptômes, à ce taux-là, en fait, il est clair que ce n'est pas l'anémie son problème, par exemple. Ou bien si c'est un patient qui a des chiffres de base qui sont assez hauts et qui fait des symptômes et je lui trouve une anémie sévère, dans ce cas-là, oui, je vais le corréler avec cette anémie-là. Mais si je doute
n'est-ce pas? Dans le pire des cas, si vous pensez que le patient a une anémie sévère et qu'il n'y a pas de contre-indication à la transfusion, dès qu'il a des signes de décompensation, vous le transfusez d'abord. Si c'est l'anémie sévère le problème, cela va s'améliorer. Mais si vous loupez une anémie sévère, pour dire que nous attendons ainsi de suite et que par la suite le patient s'aggrave et il décède, là vous serez délétère. Donc moi, je suis interniste, je pars toujours du principe, comme l'a appris un de mes maîtres, professeur Menanga, premium non nocere, premièrement ne pas nuire et faire ce qu'on peut. Et aussi un autre de mes maîtres, Allah était quelqu'un de votre famille. Donc si c'est quelqu'un de votre famille, vous allez peser le pour et le contre, mais vous allez agir tant que ça ne lui fait pas plus de mal. Mais si vous doutez, quels que soient les cas, discutez avec les confrères. C'est ça qu'on veut prouver à Medical Mind. C'est la collaboration entre confrères va améliorer aussi la prise en charge des patients et le partage d'expériences. Donc, je vais juste demander encore une dernière fois au docteur Natacha si elle veut rebondir sur une ou deux choses et surtout conclure cette présentation-là. Et avant qu'elle ne prenne la parole, juste vous rappeler que c'est une présentation du département de médecine interne de Medical Mind. Vous voyez qu'il y a énormément de recherches dans ce département-là. Et nous saluons encore une fois de plus tous nos confrères des différentes contrées et ceux qui nous ont suivis des différents pays d'Afrique et du monde. Donc, docteur Natacha, s'il te plaît, je te repasse la parole pour conclure la présentation. D'accord, merci docteur Jean, merci à toute l'assistance qui était assez nombreuse à nous écouter et surtout variée et autant variée que plurielle parce qu'ils sont venus pas que du Cameroun, c'est intéressant, c'est encourageant. Alors, juste un petit rajout avant de conclure, c'est dire qu'on ne transfuse pas les chiffres 7, mais le chiffre sert de boussole. Parce qu'on reste en médecine interne, les signes de décompensation d'une anémie peuvent être retrouvés dans d'autres pathologies. Donc, et si on n'a pas les chiffres comme boussole, on pourrait bien s'emmêler les pédales. Donc, le malade qui vient à 10 grammes ou alors le malade qui présente tachycardie, tachypnée, des signes de détresse respiratoire et qui a 10 grammes, se dit qu'il décompense forcément de ces 10 grammes sans penser à rechercher autre chose, ce serait un peu fauté parce qu'on est bien d'accord qu'une pathologie cardiovasculaire ou respiratoire pourrait aisément nous donner ces mêmes signes. Donc, c'est bien de dire qu'on ne transfuse pas les chiffres, mais je dis les chiffres nous servent de boussole quand même pour raisonner et décider devant un malade. Donc, les urgences hématologiques, on a essayé de parcourir de bout en bout celles que nous avons estimées les plus courantes et malheureusement les plus fatales encore dans d'autres contextes. C'est essentiellement les cytopénies, c'est les anémies sévères, c'est les neutropénies sévères ou fébriles, c'est la thrombopénie sévère avec le syndrome hémorragique. Nous osons croire qu'au terme de cette présentation, chacun des participants a été un peu plus outillé, parce qu'il faut dire qu'on apprend tous les jours, on s'outille tous les jours. On ne pourrait pas dire que tout le monde a été totalement capacité aujourd'hui, mais on espère qu'avec notre modeste contribution, nous avons pu outiller un peu plus tout un chacun pour être mieux armé à faire face à ces pathologies, où qu'ils se trouvent sur le triangle national ou hors de celui-ci. Donc, sur ce, merci à tous. Merci au département de médecine interne de Medical Mind. Merci à la grosse équipe de Medical Mind pour le formidable travail de formation et de promotion médicale qu'ils effectuent. Et je souhaite une excellente soirée à chacun de nous. Et à nous revoir très bientôt pour une prochaine présentation encore plus intéressante et enrichissante. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, docteur Natacha. Arnaud, tu as levé la main. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Arnaud Douan, je suis DES4 de neurochirurgie, mais je suis également le président de Medical Mind. Donc, j'étais connecté, je suivais, c'était vraiment intéressant. Et je viens en fait parce que à Medical Mind, on a l'intention d'améliorer la qualité de la santé de tous les pays, des populations de tous les pays à revenus limités.
Donc, quand on a un problème sérieux, comme le problème des urgences hématologiques, je pense qu'il faudrait que les personnes justement qui trouvent que ce problème est sérieux discutent, échangent et voient comment mettre sur pied des solutions pérennes pour pouvoir améliorer la qualité justement non seulement des résultats, mais aussi de la prise en charge des pathologies qu'on aura préalablement diagnostiquées. J'ai beaucoup aimé la qualité des discussions, mais je pense que ce serait un peu dommage de se séparer comme ça, sans créer un couloir pour pouvoir se rencontrer et échanger. Il y a beaucoup d'hématologues cliniciens qui étaient connectés. Donc, j'aurais proposé à à nos collègues qui sont à Dakar, qui sont au Burkina, qui sont hors du Cameroun, d'écrire, pourquoi pas, au département de médecine interne. Les assistants vont mettre le mail dans la discussion. Et vous écrivez au département et puis pourquoi pas discuter, quitte à ce qu'on mette sur pied un projet intéressant pour pouvoir régler ces problèmes-là, quitte à peut-être faciliter l'accès aux produits dérivés du sang. Pourquoi on peut peut-être créer des algorithmes pour pouvoir faciliter le travail, parce qu'on a fait une formation comme celle-ci. Ceux qui ne sont pas connectés n'en ont pas bénéficié. Pourquoi pas créer des algorithmes de prise en charge qu'on pourrait distribuer partout? On a un site internet, pourquoi pas mettre des trucs, bref, définir des solutions intéressantes pour l'avenir. On est jeune, on a l'esprit encore labile, on a l'inspiration qui est foisonnante. Pourquoi les hématologues qui sont là ne peuvent pas discuter sur quelque chose et on voit comment est-ce que dans les années à venir, cet échange ne s'arrête pas à des échanges, à des discussions, des partages seulement d'expérience, mais à mis sur pied des solutions pérennes pour l'avenir. Donc, je voulais lancer en fait cet appel-là. Tous ceux qui sont connectés et qui s'intéressent à ce problème, hématologue ou non, peuvent écrire au département de médecine interne et on verra comment réfléchir dans l'avenir pour pouvoir mettre sur pied quelque chose d'intéressant. Merci à ceux qui sont venus et puis c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir connectés partout dans l'Afrique et dans le monde. Merci encore. C'était ce que je voulais dire. Je te remets la parole. Merci. Toutes les informations, l'adresse du département, l'adresse mail et notre site sont partagés en commentaire. Donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir pris de votre temps pour pouvoir nous écouter ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et que Dieu vous bénisse. Au revoir.